La libération des 67 détenus à la prison centrale de Makala, décision prise illico presto par les procureurs généraux après la Cour des cassations, passera bien sûr par ces débats une fois encore sur la levée du moratoire sur la peine de mort en République démocratique du Congo. La circulaire de la ministre de la Justice, Rose Mutombo, ça continue à couler beaucoup d'encre et de salive. Est-ce qu'elle avait telle compétence de prendre cette circulaire ou bien il fallait que le président de la République puisse prendre une ordonnance pour lever ces moratoires? Bien sûr, on va acheter dans cette émission avec l'encadrement de la jeunesse, bien sûr, ces phénomènes. Le banditisme urbain, le Kuluna, vous savez depuis un moment, l'État congolais qui a aussi qui travaille avec certains privés pour essayer de diminuer ces phénomènes. Les cas par exemple du député Jean-Marie Lukulassi avec son association de 24 ans pour l'encadrement qui, selon certaines sources, reçoit quand même les financements de l'État congolais pour encadrer les jeunes. Face à cette décision, est-ce que l'État congolais s'est-il senti incapable? Pourquoi il a cédé un peu de son pouvoir, ses responsabilités en individu pour encadrer ces jeunes? Des questions qui méritent d'être posées, les réponses tout à l'heure dans cette émission avec notre invité. Une fois encore avec lui, comme ça a toujours été le cas, on sera plus scientifique avec des éléments, avec beaucoup de réflexions, des analyses pour vous permettre de comprendre du début à la fin ce qu'on va dire au courant de cette émission. Maître Cédric, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Daniel Roland. Il est samedi. Bon week-end à vous. Alors, à vous aussi pareillement. Bon week-end à toutes et à tous, voulais-je dire, qui nous suivez en ce moment. D'entrée de jeu, Maître Cédric, d'abord, comment vous commentez cette décision du procureur après la Cour de cassation? C'était promis, aujourd'hui, elle s'est réalisée, la libération des 67 détenus à la prison centrale de Makala. C'est quelque chose que les gens beaucoup parlé depuis longtemps, que c'est une prison qui détenait beaucoup de personnes. D'autres personnes sans jugement, aujourd'hui, ils sont libérés comme ça par cette grâce du procureur après la Cour de cassation. Merci beaucoup, monsieur Daniel Roland, pour la question. Elle est, en tout cas, je dirais, elle tombe à bon point parce que le fait venait de se réaliser sous peu. Mais, monsieur Daniel Roland, il y a un problème. C'est que le procureur général a aussi quelque peu mis à nu le non-respect de règles de la détention en RDC. Il a aussi mis à nu le fait pour la RDC de ne pas être à même de bien gérer non seulement les prisons, mais aussi mis à nu le ministère, bien entendu, de la justice sur la création de nouvelles prisons pouvant détenir, bien entendu, le condamné et les détenus. Pourquoi j'ai dit cela? Il commence par nous dire que la prison qui était normalement appelée à recevoir peut-être moins de 15 000 personnes a actuellement plus de, je crois il a parlé de, oui, il a dit, la prison contient actuellement plus de 15 000 personnes. Alors que c'était une prison qui pouvait détenir 5 à 6 000 personnes. Exactement. Vous voyez déjà que c'est un véritable problème. Donc il y a un problème de la gestion pénitentiaire, problème de la gestion des centres pénitentiaires. Comment créer? Il faut créer normalement de nouveaux centres pénitentiaires pouvant recevoir le détenu, puisque le président de la République, quand il parle aussi de la maladie qui caractérise notre justice, je crois que le procureur général a présenté aussi d'un point de vue pénitentiaire que la gestion de la prison pose problème. Parce que si nous avons 15 000 détenus ou plus de 15 000 détenus, pour une prison qui devait recevoir 6 000 détenus, vous voyez, il y a un problème de promiscuité, un problème de pléthore dans la prison. Et donc, or, nous sommes sans ignorer qu'à ces pléthores, il y a toujours des criminels qui sont beaucoup plus, n'est-ce pas, expérimentés dans le domaine des crimes, qui ont la probabilité de pouvoir affecter les autres.
Parce que le crime, je dis, dans la prison, la prison, c'est comme un environnement aussi criminogène. Voilà. Puisque notre prison centrale de Makala, elle est normalement appelée à rééduquer les gens. Mais vous réaliserez qu'après, à la sortie de la prison, les gens ne changent toujours pas. Les gens ne changent toujours pas. Alors, on se pose la question si la prison est devenue un mouroir ou bien est devenue un courroie de transmission de gènes criminogènes. De telle sorte que ceux qui sortent deviennent beaucoup plus criminels qu'ils l'étaient bien avant. Voyez-vous? Mais j'avoue quand même que l'acte du procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondé laisse voir ou traduit en tout cas l'avènement d'un état de droit respectueux de règles, respectueux des droits et libertés fondamentaux, parce que vous avez un procureur général qui est parti quand même sortir de la prison, bien que peu, parce que si on considère 67 000 personnes ou 57 000 personnes qui y a en prison et que vous libérez par exemple 57 détenus ou 67 détenus, le pourcentage est d'autant plus moindre. Mais l'acte posé est non négligeable. Non négligeable parce qu'il marque quand même l'avènement d'un état de droit pour le second mandat du président de la République. Voyez-vous? Mais monsieur Daniel Rolland, comment le prison arrive-t-elle à ces pléthores? C'est parce que le magistrat qui reçoit les dossiers préfère envoyer tout le temps les gens qui sont par devant lui à Makala ou au CPRK ou bien vous avez suivi même les journalistes Stanis Boujakera dès sa sortie de la prison qui disait qu'il y aurait même un monsieur qui a passé plus de 21 ans à la prison de Makala sans pourtant être jugé. Bon, en fait, pour ces cas-là, je crois qu'il y a un démenti formel que le procureur général a fait. Après, bien entendu, les enquêtes qui ont été effectuées par ses services, où il prétend qu'il y a eu d'ailleurs une commission qui a été instituée, laquelle commission a conclu, après, bien entendu, vérification, entre guillemets, objective, que le monsieur avait menti. Alors, si le monsieur a compté les mensonges, il dit non, non, personne, d'après le procureur général, n'a eu à effectuer plus de 21 ans à la prison. Encore faudrait-il savoir que la peine d'emprisonnement à temps en RDC est de 20 ans. Et que même si on peut vous condamner par voie de cumul de peine, lorsque vous viendrez à commettre plusieurs infractions, la loi, plusieurs infractions distinctes dans l'air matérialité dans l'intention qui vous animait, la loi recommande qu'on puisse faire le cumul de peine. Mais ce cumul de peine à temps qu'on peut effectuer ne peut pas dépasser la peine de 20 ans d'emprisonnement. Et si aussi, parmi ces cumuls de peine, il y a une infraction qui est assortie, n'est-ce pas, de la peine de servitude pénale à perpétuité, la peine de servitude à perpétuité absorbe le peine de servitude pénale à temps, ainsi de suite. Donc, vous voyez, vous comprenez que les cas de 21 ans d'emprisonnement, je crois que le procureur a démenti formellement cela et que le monsieur avait justement compté les mensonges. Alors c'est pourquoi je n'aimerais pas trop y intervenir. Voilà. Mais relativement aux critiques que nous étions en train de faire, le procureur général près la Cour de cassation ne doit pas s'atteler sur les conséquences. Parce que aussi longtemps qu'on n'aurait pas résolu la manière dont le magistrat envoie les gens en prison, parfois même pour des faits bénins. Parfois aussi, vous négociez cette liberté à des montants très exorbitants. Et même si on ne vous l'accorde pas, vous voyez une personne, certes, une personne qui a parfois volé le pain, mais le magistrat les reçoit, le magistrat l'envoie en prison. Est-ce que c'est nécessaire que pour le vol de pain, il faut envoyer essentiellement la personne à la prison centrale de Makala? Donc moi je pense que le procureur, après qu'il a sorti ces gens de la prison, mais il faut aussi un suivi de ces gens qui sont sortis de la prison. Parce que qu'est-ce qui prouve que ces gens-là se sont amendés? Puisqu'il faut un amendement. Ce n'est pas parce que vous avez fait plus de temps, puisqu'il y a des personnes qui sont détenues irrégulièrement à la prison. Pour détenir quelqu'un, après que
le monsieur, un détenu par exemple, aura été arrêté par la police, si la police envoie le monsieur à la prison, au parquet, le parquet a un délai, monsieur Daniel Rolland. Parce que même la police, quand la police arrête, la Constitution dit la police arrête sous la garde à vue. Et la garde à vue, la Constitution donne les délais de la garde à vue. C'est combien? Les délais de 48 heures. Ça veut dire qu'à partir du moment où le monsieur qui est arrêté a fait 48 heures devant l'OPJ, n'est-ce pas, ou dans un SIAT ou sous-SIAT, l'OPJ doit obligatoirement, sans désemparer, envoyer les dossiers au parquet. Comme vous le savez bien, les oppositions, les oreilles et les yeux du magistrat. Alors, le magistrat aussi, à son tour, quand il prend la personne, il n'a pas nécessairement à envoyer la personne à la prison. Il va certes vous entendre. Mais après que vous soyez entendu, après que vous auriez été entendu par les magistrats, ce qu'il fera, il peut vous détenir. C'est une faculté nécessaire que la loi, lui, n'est-ce pas, donne pour restreindre votre liberté, mais pendant une durée aussi bien déterminée. Combien? Justement parce que la liberté individuelle est garantie, et étant donné que la détention en est l'exception, à chaque fois qu'on veut restreindre cette liberté, la loi pose le délai. Et pour le magistrat, le délai est de 5 jours. Les 5 jours, le magistrat doit détenir une personne sous mandat d'arrêt provisoire. Cependant, il y a parfois le moment où le magistrat arrête, le monsieur fait 5 jours, mais le magistrat, au terme de ces 5 jours, il doit normalement vous présenter, s'il ne vous libère pas, il doit vous présenter en chambre du conseil, n'est-ce pas? Et quand il vous présente en chambre du conseil, l'article 27, bien entendu, du Code de procédure pénale, le décret du, je crois, 1er août 1959, prévoit bien entendu ces délais-là de 5 jours. Mais au terme de ces 5 jours, le magistrat peut vous présenter, n'est-ce pas, en chambre du conseil. Et la chambre du conseil, n'est-ce pas, c'est au tribunal, ce n'est plus au parquet. Et la chambre du conseil, tant que vous n'êtes pas jugé, va vous placer sous une ordonnance de détention préventive. Et l'ordonnance de détention préventive a un délai, monsieur Daniel Rolland. Le délai est de 15 jours. Ah donc, si dans ces 15 jours-ci, les magistrats estiment n'avoir pas toujours fini à instruire les dossiers, le magistrat doit normalement, n'est-ce pas, pour justifier votre détention, parce qu'il faut à chaque écoulement des délais que le magistrat justifie au moins la détention de la liberté du détenu. Alors, s'il vous présente là-bas dans les 15 jours, ce serait justement pour que ces tribunaux en chambre du conseil puissent puissent prendre une ordonnance, cette fois-là, de confirmation de la détention préventive qu'on appelle OC. Donc la première, c'est l'OD, l'ordonnance de détention préventive, qui n'a qu'un délai de 15 jours. Et la deuxième, c'est une ordonnance qui vient confirmer cette détention-là, qui a un délai de 30 jours. Et si les magistrats estiment toujours qu'il n'a pas fini à instruire le dossier, le magistrat va solliciter l'ordonnance de prorogation de la détention préventive. Voyez-vous, monsieur Daniel Rolland? Et la loi dit que cette ordonnance peut être prorogée, n'est-ce pas, de mois en mois, jusqu'à ce que le dossier soit fixé devant les tribunaux pour être bien entendu entendu, jugé et condamné. Là, nous sommes purement dans ce qui devrait être, mais ce n'est pas le cas, ce qui se passe aujourd'hui, parce que même quand vous allez au niveau des SIAT, sous-SIAT, vous allez constater, il y a des gens qui passent plus de 4 à 5 jours, il est détenu sans pourtant qu'on puisse l'envoyer, le présenter devant les parquets, ça cause problème aujourd'hui. Bon, en fait, vous avez totalement, je dirais, raison, mais le problème qui guette notre justice dans ces contexte-là, c'est le problème d'inspection. C'est vrai qu'il y a des moments où le policier... D'inspection ou bien un problème lié purement à la corruption des magistrats? Comme vous avez évoqué la police et que vous estimez qu'il y a des gens qui ont fait peut-être 5 jours, 10 jours, n'est-ce pas, sans être libérés, mais ils sont parfois au sous-SIAT et au SIAT, c'est pourquoi nous avons dit que c'est un problème d'inspection. Voilà. Je me rappelle bien, il y a des temps où le procureur général, pour la cour d'appel de Matete, il faisait la tour de ronde, hein. Il part dans des SIAT et autres, il demande, il vérifie parfois les dossiers d'un détenu. Quand il réalise que la police n'a pas transféré le dossier au parquet et que le détenu a fait presque 5 jours, et puis dans les 5 jours-là, vous partez avec la personne
au parquet pour déposer le dossier, parfois on les libère. On les libère, pourquoi? Parce que sa détention n'est plus justifiée. En fait, en réalité, monsieur Daniel Roland, il y a ce qu'on appelle la détention qui est tout à fait légale et aussi une détention qui est presque irrégulière. C'est quoi la différence? La différence, c'est que, vous savez, lorsque vous n'avez commis aucun acte infractionnel et qu'on restreint votre liberté, donc votre liberté, elle est détenue illégalement. Voyez-vous? Mais lorsque, par exemple, le magistrat ne renouvelle pas votre détention, mais quand il ne renouvelle pas, vous êtes là sous ses jougs, ces magistrats, la détention, elle est irrégulière. Irrégulière pourquoi? Parce que la forme exigée c'est-à-dire la procédure exigée pour restreindre votre liberté n'est pas justifiée. Là, vous pouvez même aller porter plainte contre ces magistrats. C'est une infraction. La liberté, elle est garantie. Mais voici là où aussi se posent les problèmes, M. Daniel Roland. Lorsque un magistrat restreint la liberté de la personne et que la personne présente, par exemple, estime ne pas présenter des indices sérieux de culpabilité, estime que même alors, son identité n'est pas douteuse, n'est-ce pas? La personne présente, le procureur général l'a dit, qu'il faut que parfois la liberté, la restriction de la liberté soit exigée par les impératifs de la sécurité publique. Mais écoutez, M. Daniel Roland, la personne qui est détenue, quand il vient chez les magistrats, il présente. Le frère, il dit, écoutez, la loi me donne la possibilité de solliciter une liberté provisoire, mais à condition de vous payer, bien entendu, les cautionnements. Les cautionnements, c'est les biens ou la somme d'argent pouvant, bien entendu, n'est-ce pas, pouvant, bien entendu, justifier la liberté de la personne et pouvant permettre à la personne, c'est-à-dire pouvant permettre au magistrat de s'assurer que cette personne ne prendra pas la poudre d'escampette. Mais cependant, cette personne, quand il donne le frais, la loi dit aussi qu'elle doit se présenter parce que l'ordonnance qui autorise la liberté provisoire ou la mise ou la main levée de la détention, cette ordonnance prévoit certaines conditions. Voyez-vous? Et parmi ces conditions-là, on peut vous dire que vous n'allez pas quitter la ville. On peut vous dire que vous devez vous présenter chaque mardi au parquet. Voyez-vous? Mais vous avez quand même cautionné. C'est bien. Mais la loi prévoit que cette caution soit restituée dès lors que la personne sera, par exemple, acquittée par les tribunaux. Ou dès lors que... Mais vous verrez, au parquet, il s'est instauré un système. Quand une personne présente 1000 $ au parquet, 2000 $ pour la liberté, les magistrats apprécient la liberté provisoire par rapport, n'est-ce pas, au degré, au montant de la caution, mais aussi ce montant de la caution n'est pas fixé en vertu de votre patrimoine. On peut vous dire donner 2000 $ ou 3000 $. Quand vous donnez ces 3000 $, par après, si vous rentrez au parquet là pour solliciter la restitution de ces 3000 $, il n'y en a pas. Si vous regardez aussi les documents qui fondent le versement de l'argent sur le compte de l'État, vous ne verrez pas. Il n'y a pas de traces. Et vous verrez aussi même que le document qui fonde le versement des fonds dans le compte de l'État n'atteint pas le montant que vous avez réellement effectué. Si vous donnez 2000 $, les 2000 $ que vous avez remis, là-bas on peut verser ça 50 $ dans le compte de l'État et la somme est partagée entre celui qui a restreint votre liberté et son chef. Il part présenter à son chef, au lieu de dire à son chef, écoutez, la personne doit être libérée provisoirement parce qu'il présente ainsi de suite des éléments tels qu'appréciés. Lui dit, bon écoutez chef, la personne a 2000 $, le chef prend 1500 et puis lui aussi il prend 500 $. Donc vous voyez que ce sont des abus, puisque je sais bien qu'aucune personne n'a sollicité la liberté provisoire et a versé une somme de 15 000, 2000, Vital Kamere, n'est-ce pas? Oui. Je crois qu'il bénéficia d'une liberté provisoire par les passés. Mais c'est moyennant une caution. Mais cette caution-là, est-ce qu'elle lui a été restituée? Non. Donc vous voyez que, bref, en général, notre justice accuse aussi de problèmes, de véritables problèmes que le procureur doit nécessairement s'en occuper, sans toutefois se cantonner sur les pléthores qu'il y a dans la prison. Et donc, je vous ai dit que ces pléthores est nécessairement dû aussi au fait, comme cause, bien entendu, au fait que le magistrat du parquet, tous les dossiers qui lui viennent, vous pouvez vous imaginer, je vous donne un cas simple. Un monsieur qui est ingénieur,
qui pose des vitres, il fait son devis à 10 000 $, mais le propriétaire de l'immeuble, il vient à Kinshasa, il estime d'après lui avoir donné 2 000 $ pour finir les travaux à cet ingénieur. Mais tout ce que l'ingénieur reçoit comme fonds, M. Daniel Roland, qu'est-ce que l'ingénieur fait? Il fait une note. Et les propriétaires de la maison, il a toutes les notes de reconnaissance de ces messieurs. Mais la note de 2 000 $ qu'il prétend avoir donnée, il ne l'a jamais effectuée. Et l'ingénieur principal dit qu'il n'a jamais donné ces 2 000 $ là. Quand le monsieur, comme il est économiquement fort, il vient à Kinshasa, il part au parquet général, près la cour d'appel des Matete, il accuse le monsieur sans preuve. C'est-à-dire, quand il vient estimer que non, écoutez, le monsieur m'a pris 2 000 $, mais il n'a jamais remis, mais il n'y a pas de preuve et autres, et tout le monde affirme, il y a deux témoins et autres, qu'il n'a jamais, il a effectué que des courses ici à Kinshasa. Certes, le média n'est pas un endroit où on peut venir régler le dossier privé judiciaire. Mais néanmoins, ce sont des cas patents qui gangrènent, n'est-ce pas, notre justice. Et donc, dans les cas pareils, le magistrat, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie le monsieur en prison. Il demande la descente pour constater les travaux faits, les travaux effectués. Après avoir constaté, il rentre. Vous lui dites, écoutez, on a 500 $ pour qu'il me soit libre. C'est un dossier purement civil. Mais le magistrat dit, écoutez, non, pas question, j'aurai des problèmes avec mon chef, tout ça, il faut commencer par reçu les 2 000 $. Mais il n'y a pas de preuve pour ces 2 000 $. Mais jusqu'à présent, le monsieur est en train d'accroupir toujours dans la présence de Makala. Donc, vous constatez avec moi qu'il y a plusieurs mots qui gangrènent. Chaque magistrat, dans le dossier qu'il gère, il cherche aussi ses intérêts. Oui, mais il doit savoir que chaque acte que pose les magistrats envers le justiciable peut ternir l'image de toute la justice. N'est-ce pas? C'est pourquoi par là, on peut comprendre par les mots du président de la République, ce n'est pas la justice qui est vraisemblablement malade, mais ce sont des personnes qui dirigent cette justice qui sont malades. Oui, le président a simplement généralisé les cas parce qu'en réalité, comment vous pouvez accepter, excusez-moi, comment, monsieur, je trouve illogique que nous puissions accepter la rapidité du cheval, mais que nous puissions renier l'existence du cheval. C'est contradictoire, voyez-vous. Donc, bref, je peux dire que la maladie, certes, il a raison quand il dit que la justice est malade, c'est parce qu'il y a aussi les acteurs de cette justice comme système. Quand le président dit justice est malade, c'est justice comprise comme système en soi. Voyez-vous, mais le système-là a ses acteurs. Mais sans ces acteurs-là, le système judiciaire ne va pas fonctionner. Donc, vous comprenez, monsieur Daniel Roland, que comme je l'ai dit, chaque magistrat, dans les dossiers qu'il gère, au pénal ou au civil, doit savoir qu'il représente toute une république sur la réputation d'une bonne justice. Et donc, nous, quand nous venons devant le magistrat, nous réalisons que le magistrat a effectué un examen minutieux parce que le magistrat, les avocats, ils sont tous congénères. Ils viennent tous de la même mère nourricière qui est la faculté des droits. Donc, ils sont tous assis sur le même banc. Ils ne comprennent pas mieux le droit que nous autres, ou nous ne comprenons pas aussi mieux le droit que eux. Nous tous, ce n'est que nous sommes dans une même maison, mais les chambres sont différentes. Voyez-vous. Donc, monsieur Daniel Roland, pour que je ne m'éternise pas sur la question, j'aimerais justement vous dire que ça aurait été mieux si les procureurs, au-delà de sortir ces 57 personnes, puissent aussi éveiller un peu ces magistrats qui, à tout moment, lorsqu'ils reçoivent des dossiers, n'est-ce pas, même là où il y a des doutes patents, doivent nécessairement envoyer quelqu'un à la prison. Et quand quelqu'un, je vous dis une autre vérité, que les gens peut-être ne savent pas. Vous savez, monsieur Daniel Roland, les avocats disent même à leurs clients, si vous êtes sous le mandat d'arrêt provisoire et que le magistrat demandait 200 $, donnez-les lui vite. Aucun magistrat, je dis bien, lorsqu'il réalise, sous réserve des exceptions, parce qu'il y a en droit les principes, n'est-ce pas, les principes lorsqu'il souffre des exceptions. Voilà. Aucun magistrat, lorsqu'il reçoit un dossier judiciaire au pénal, quand il réalise qu'il n'y a pas d'infraction, mais le dossier vient de la police excusez, judiciaire, il libère le monsieur. Non, partez, rentrez. Aucun monsieur Daniel Roland. Et tous, lorsqu'ils vous venez devant eux, vous venez reprendre un détenu, vous lui dites, monsieur, il n'y a pas de preuve de cette infraction, le monsieur n'a pas commis cette infraction. Le magistrat, ce qu'il fait, c'est comme monsieur Daniel Roland. Lui, il dit, écoutez, maître, je vous ai entendu, mais il doit sortir. Mais le magistrat est conscient, en tout cas, que ce monsieur, il est innocent.
Mais le magistrat a besoin toujours de recevoir un gain. Comme si son autorité hiérarchique attendrait en retour ces gains-là. Comme si faire rapport que le monsieur n'est pas impliqué dans le fait et qu'il est innocent, il doit être libéré comme la loi le dit. Parce qu'un dossier, un fait qui est bénin peut être classé sans suite, certes. Mais un fait aussi, lorsqu'il n'y a pas, le fait n'est pas infractionnel. On n'arrête pas. Mais combien de gens sont à Makala pour des faits purement civils? Monsieur Daniel. Mais pour chuter avec cette question, maître, j'aimerais savoir, parce que vous êtes dans ces secteurs, selon vous, qu'est-ce qui pousse certains magistrats, parce qu'on ne peut pas généraliser, à se comporter ainsi? Est-ce que c'est un problème par rapport à leur subvention? Ils ne sont pas bien payés, ou bien c'est juste un problème à voir cet amour d'argent à beaucoup gagner? Et aujourd'hui, s'il faut attaquer ces problèmes, trouver une solution durable, est-ce que cette solution doit venir du procureur général près la Cour de cassation, ou bien ça doit être une solution qui doit venir du chef de l'État, les présidents, les commandants suprêmes, les magistrats qui est le plus gradé de tous les magistrats, ou encore des gardes des Sceaux, ministres de la Justice? Merci beaucoup pour la question. Je pense que, y répondant, le problème n'est pas que sur l'argent. C'est vrai que l'argent constitue aussi, n'est-ce pas, un véritable mot qui gangrène notre justice, en ce sens que déjà, si on considère le montant auquel, excusez, si on considère le montant auquel le magistrat sont payés, M. Daniel Rolland, un magistrat qui te bénéficie, qui te gagne 800 $ par mois, mais qui a une famille, les enfants étudient, ces magistrats-là, si vous venez lui présenter, n'est-ce pas, 500 $ ou 2000 $ pour clouer quelqu'un à la prison, s'il est un magistrat d'une conscience faible, d'un moral moins faible également, les magistrats peuvent facilement accepter. Donc, je crois que le problème, il est d'un côté aussi économique. Voyez-vous? Alors, il faut améliorer la vie sociale des magistrats. Mais de l'autre, c'est aussi un problème de conscience professionnelle, M. Daniel Rolland. Parce que je sais qu'il y a de magistrats qui prononcent parfois une décision sans être préalablement visités par un des justiciables concernés dans l'affaire. Mais actuellement, vous verrez un magistrat, quand il reçoit une affaire, plutôt que de prononcer, il ne prononce pas. Le ministère public, il prend un dossier pour donner son avis. L'avis doit être donné dans les 30 jours, mais les 30 jours s'écoulent. Il préfère donner un avis contraire, même s'il sait que les dossiers, n'est-ce pas, l'affaire est amplement suffisant pour être prononcé dans le sens souhaité par le demandeur. Voyez-vous, monsieur Daniel Rolland, tout ça, ça concerne. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a un problème de conscience professionnelle de magistrats. Mais le président de la République, c'est lui le magistrat suprême. Il peut impulser, bien entendu, le bon fonctionnement de la justice. Le ministre de la Justice aussi, parce que j'avoue que les magistrats du parquet font partie du pouvoir exécutif, n'est-ce pas, dans les hiérarchisations, et que le ministre de la Justice, c'est une autorité qui est au-dessus de ces magistrats, il peut aussi impulser. Donc, j'estime pour ma part, il faut une dose de conscience professionnelle, il faut une dose une institution c'est-à-dire rendre sévère le contrôle dans les traitements des dossiers de magistrats, surtout au pénal. Si vous voulez que la prison ne fasse pas l'objet d'un pléthore, il faut aussi, monsieur Daniel Rolland, procéder par un contrôle sévère. Un contrôle, par exemple, je dirais, au cours d'une année, n'est-ce pas? Vous faites un programme tel que vous devriez contrôler les détenus, la régularité de leur détention. Vous vous dites à chaque 2 mois, la descente doit être effectuée par les inspecteurs. Non seulement pour contrôler les dossiers des magistrats, sur la manière dont ils gèrent les dossiers des détenus, mais aussi justifier le motif de détention de détenus. Voyez-vous? Et ça permettra aussi les magistrats d'avoir un peu peur, puisque le procureur général, il est tout à fait placé pour effectuer ces contrôles-là. Le procureur général près le cours d'appel. Donc, bien entendu, je crois
que la réponse est celle-là. Le président peut impulser, mais il y a plusieurs mots qui gangrènent l'administration. Il faut aussi améliorer la condition de vie sociale de ces magistrats-là. Ça permettra bien entendu et renforcer le mécanisme de contrôle dans le prononcé, dans le traitement du dossier judiciaire. Alors, de belles propositions venaient du maître Cédric. On a pris plus ou moins 32 minutes pour analyser, pour revenir sur cette décision prise par les procureurs généraux près la Cour de cassation pour la libération des 67 détenus à la prison centrale d'Emakala. On va maintenant analyser la libération, la liberté provisoire accordée à l'un des conseillers, au conseiller spécial de Moïse Katumbi, Salomo Escadela, qui séjourne depuis quelques heures en Belgique, à Bruxelles, la capitale belge, lui qui était détenu à la prison militaire d'Indolo après avoir été arrêté à l'aéroport international d'Engeli. Vous vous souvenez, après une marche qui a été organisée ici à Kinshasa en présence de plusieurs politiciens de l'opposition. Salomon aujourd'hui est libéré. Les justifications certainement de cette liberté provisoire. Maître Sadik, Salomon Kalonda aujourd'hui à l'extérieur pour des soins médicaux. Cette liberté provisoire accordée par la haute cour militaire, c'est juste et logique pour vous? Bon, exactement, je ne peux pas m'indigner d'une liberté provisoire, excusez, que Salomon Kalonda, comme on dit, Salomon Escadela a bénéficié. Alors, justement parce que c'est pour des raisons tout à fait humanitaires. Parce que quand vous demandez une liberté provisoire, au-delà de présenter une caution, n'est-ce pas? Mais il faut aussi justifier le motif de cette liberté. Alors, c'est bien longtemps, les juridictions militaires aussi, en cette matière, il y a à boire et à manger, monsieur Daniel Roland, parce que les juridictions militaires, pour vous accorder, les juridictions militaires fonctionnent comme les services militaires fonctionnent. Avec beaucoup de rigueur. Au-delà de rigueur, au-delà de la discipline, il y a un certain recours à la hiérarchie. Il faut poser des questions. Il faut demander d'abord l'autorité. Est-ce que les impératifs de la politique sont tels qu'il est opportun de les libérer? Tous ces éléments-là, surtout que les dossiers s'apparentent à un dossier presque politique, c'est déjà un problème. Mais Salomon Kalonda a bénéficié de la liberté provisoire. Il n'est pas non plus mauvais. Je vous ai dit que je préfère entendre l'issue, n'est-ce pas, de l'affaire pour qu'on sache quelle décision sera rendue, parce que la liberté provisoire, elle suppose que le fait, n'est-ce pas, qui vous sont reprochés tel quel, et que ces faits pèsent sur vous. Par conséquent, on vous donne la liberté, on peut vous donner la liberté provisoire, mais pour des soins médicaux, et vous représenter encore devant la justice lorsqu'elle aura besoin de vous. Et la haute communauté, bien entendu, elle a certainement renvoyé le dossier à une date ultérieure pour revenir encore sur le même dossier afin de traiter le bien fondé des faits qui lui sont reprochés. Mais le plus grand problème, si Salomon Kalonda prenait la peau de l'escompette en Europe et il ne revenait pas, c'est ça le problème. Les conséquences. C'est ça. Ça veut dire que le dossier va rester comme ça, sans suite, tout ça, et ça sera très difficile. On n'en saura jamais. Est-ce qu'il a tort, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il est responsable des faits qui lui ont été reprochés. Bon, s'il ne revenait pas, on comprendra aussi que la demande de liberté provisoire pour des motifs absolument humanitaires, s'il n'est pas justifié, en tout cas, vous pouvez aussi justifier la prorogation, bien entendu, de votre séjour pour raison de maladie à l'étranger. Vous venez avec des documents, vous présentez à la cour. Si le document est signé par le médecin, c'est normal. Mais s'il n'y a aucun document et qu'il partait comme ça, comme s'il s'exilait, ce serait un problème considérable, puisque là, la justice va être empêchée d'aboutir. Et puis, il y aura presque déni de justice si la justice ne rendait pas la décision dans le sens. Alors, on va voir la suite. On va suivre de près ces dossiers pour voir comment nous allons chuter de ces côtés. Alors, pour chuter vers cette émission, c'est l'une des thématiques importantissimes pour ces nouveaux numéros. On va revenir sur les mécanismes que l'État congolais peut mettre en place pour diminuer le banditisme urbain. Vous savez,
malgré la levée du moratoire concernant la peine de mort, dont ce que nous appelons les Kuluna sont aussi concernés. Mais est-ce que c'est la solution idéale aujourd'hui? L'État congolais qui, lui, travaille avec des particuliers, des individus, justement, pour encadrer les jeunes. Les cas aujourd'hui, avec cette association à 24, je ne sais pas, certainement la nomination c'est comme ça, dénomination, voulais-je dire, c'est comme ça, encadré et dirigé par l'honorable Jean-Marie Eloukolassi. Est-ce que le fait pour l'État de décentraliser, d'attribuer ses responsabilités à un individu, qu'il soit, ça démontre les limites de l'État, de les responsabilités, manque de stratégie pour encadrer, pour diminuer la criminalité au sein de la société congolaise. Beaucoup de questions qui méritent d'être posées d'abord sur le plan forme, mais aussi sur le plan fond. Maître Cédric, on y revient encore aujourd'hui. Tout d'abord, vous, quelle analyse pouvez-vous faire de cette manière de faire les choses de l'État congolais? On nous dit toujours que l'État débourse, donne de l'argent, des ressources financières à ces individus avec son association justement pour l'encadrement des jeunes. Merci beaucoup, Monsieur Daniel Roland, pour la question. Je crois que la solution n'est pas que de donner l'argent, n'est-ce pas, à une association privée pour encadrer les Kuluna. À 24. Justement, pourquoi? Parce que recourir au privé pour assurer la sécurité. Vous savez, Monsieur Daniel Roland, la sécurité est un domaine régalien de l'État. C'est un domaine dans lequel l'État ne peut pas concéder. C'est-à-dire que si, à l'époque, vous avez vu l'UNIKIN être géré par l'Ovanium, par l'Église catholique, c'est tout à fait normal. L'État peut concéder, faire des concessions de services publics, concéder à la gestion. Mais, Monsieur Daniel Roland, il y a des domaines auxquels l'État ne peut pas concéder. Déjà, quand vous avez la sécurité, les affaires étrangères, comment on peut donner ça à un privé? Impossible. C'est impossible. Et aussi, ça aurait été mieux si on avait constaté l'amélioration de la sécurité dans chaque commune, n'est-ce pas, qui est caractérisée par la propension des phénomènes Kuluna, n'est-ce pas, au travers les actions et les stratégies mises en place par l'association dont vous venez de parler. Mais, Monsieur Daniel Roland, nous sommes tous des témoins oculaires de la propension considérable du phénomène Kuluna. La question, la population, peut-être qu'elle ne sait pas, mais je profite pour dire que Monsieur Jean-Marie Eloukolassi, quand il reçoit 200 millions de francs congolais chaque mois, quand il les reçoit, pour encadrer les Kuluna, en un mois par semaine, bien entendu, en un mois, il reçoit 1 milliard. Lorsqu'on calcule les 1 milliard que reçoit M. Jean-Marie Eloukolassi, en 12 mois, comme nous l'avons dit même dans l'autre émission, ça nous fait 60 milliards, n'est-ce pas? En 5 ans, je crois, en 12 mois, 200 milliards, 1 milliard, en 12 mois, je crois que c'est 12 milliards. En 5 ans, M. Daniel Roland, en 5 ans, ça nous fait une affaire de 60 milliards. 60 milliards divisé par 27, par rapport au taux du jour, M. Jean-Marie Eloukolassi reçoit 20 millions de dollars chaque, je crois, dans 5 ans. 20 millions de dollars. Si vous prenez ça, prenons, mais il reçoit 200 milliards, c'est-à-dire 1 milliard, 200 milliards par district. District de Lukunga, district de Tchango, Moamba et district de, je crois, Funa. Donc, c'est-à-dire qu'à Kinshasa, comme on a 4 districts, si on lui donne 200 millions par district, ça fera 1 milliard. Mais est-ce que cette somme est vraisemblablement, c'est-à-dire cette somme est réellement affectée à la lutte contre le Kuluna? C'est ça la question qui vient d'être posée. Oui. Mais sur terrain, non. Parce que cette affaire a montré ses limites.
Pourquoi? Parce que M. Jean-Marie Lukulassi prend l'argent, mais ça va où? Il y a une réputation notoire d'après laquelle, écoutez, cette somme-là est partagée, il paye avec les gens qui font partie. Et puis il organise des matchs comme ça, il appelle des jeunes à la fin, on vous achète. Exactement, et puis acheter des lots, tout ça. Parfois, ce sont entre guillemets les jeunes des progrès à qui ils payent par mois, tout ça. On s'est dit, mais c'est quelle manière de faire? En fait, on n'impute pas ces faits à lui, mais c'est la réputation notoire qui se dégage, bien entendu, de ces faits. Lorsque la population démontrera les responsabilités de l'État. Lorsque la population constate qu'il y a une forte propension du phénomène Koulouna dans les quartiers et que de l'autre côté, il y a M. Jean-Marie Lukulassi qui reçoit 200 millions en raison de chaque district, 4 millions, ça fait presque une affaire de 1 milliard de francs congolais. Mais ils ne sont pas affectés à cette fin. C'est pourquoi il y a une propension de Koulouna. Mais si, avec ces 200 milliards, M. Jean-Marie Lukulassi procédait à un recrutement, il descend à un quartier, n'est-ce pas? Mais j'aurais bien voulu aussi que tout ce qu'il peut faire avec cet argent soit en intelligence avec le ministère de l'Intérieur. Et puis, j'aurais aussi bien voulu déléguer Ferenda, c'est-à-dire prochainement, que notre État, messieurs Daniel Roland, puisse nécessairement rattacher les activités de M. Jean-Marie Lukulassi au ministère de l'Intérieur. Parce que le ministère de l'Intérieur ne peut pas quand même voir ses attributions être, je dirais, édulcorées, affadies par une association privée, par un individu. Non, ça ne se fait pas. Donc, bref, monsieur Daniel Roland, je vous donne un exemple. Monsieur Jean-Marie Lukulassi, il reçoit ses fonds depuis l'époque de Kabila. On est à l'époque de monsieur Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République. À son époque, multiplions le nombre d'argent qu'a reçu, n'est-ce pas, le montant d'argent qu'a reçu M. Jean-Marie Lukulassi. Il travaille sur le terrain. Est-ce le fonds reçu ne peuvent ou ne pouvait-il pas permettre la création de nouveaux emplois pour les jeunes qui font partie de ces phénomènes Koulouna? C'est-à-dire, si on part sur une base d'après laquelle le phénomène Koulouna est fondé sur le moyen économique, ok? Le manque de moyens économiques, le manque d'emploi qui fait que les jeunes, ne sachant pas à quoi s'en tenir, ils débouchent tous, n'est-ce pas, à ces phénomènes Koulouna. Si on prend ça comme base, lorsque l'État congolais donne déjà une somme pour raison de 4 districts, 200 millions de dollars, de francs congolais, en raison de 4 districts, c'est 1 milliard par mois. On multiplie ça en autant d'années. Ces sommes reçues par M. Jean-Marie Lukulassi, ne pouvait-il pas procéder à la création de nouveaux emplois? Dis-moi. Donc pour vous, ça devait être un projet de l'État, mais l'État à qui pouvait aussi travailler avec les individus. Mais un projet pilote de l'État d'abord. En fait, M. Daniel Roland, le phénomène Koulouna, n'est-ce pas, qui existe bien longtemps, ces phénomènes montrent à suffisance l'insuffisance de stratégie de l'État dans la conception de politiques publiques efficaces. Déjà, si nous avons, je crois, excusez-moi, l'IGF. L'IGF, il est là pour contrôler. Il y a eu un débat houlé entre IGF et Tony Mwaba, n'est-ce pas? Le ministre Tony Mwaba. Mais il y a un monsieur qui reçoit autant d'argent pour lutter contre le phénomène Koulouna chaque mois pour 4 districts. On ne sait pas à quoi est affecté l'argent. Avez-vous déjà vu l'IGF parler de fonds que reçoit Jean-Marie Lukulassi? Chercher même à contrôler à quoi est réellement affecté ces fonds. Il a fait 5 ans. Parce que certainement, c'est une coopération hors l'État. Non étatique. Ça laisse transparaître à l'idée que ces fonds se distribuent entre Jean-Marie Lukulassi et d'autres personnes. Je dis bien, ça laisse transparaître à l'idée. Ça laisse aussi présumer que les fonds-là ne sont pas affectés à ce à quoi il est destiné. Donc, vous comprenez que ça écœure parfois. De l'autre côté, il y a des ennemis de la République, les gens qui n'aiment pas le président de la République. Parce que si les présidents veulent nécessairement résoudre le problème de la sécurité, n'est-ce pas? Au lieu de dire, parce que le président, à un moment donné, il responsabilise chaque ministre, monsieur Daniel Roland. Pourquoi j'ai dit ça? Quand monsieur le président dit dans une émission, écoutez, ça je ne sais pas, il faut demander à tel. Ça veut dire
que certes, je suis président, n'est-ce pas? Mais je ne saurais pas tout résoudre au même moment parce que Paris ne se fait pas en un jour. Mais il y a le membre du gouvernement qui ont dans leur secteur, n'est-ce pas, les attributions bien précises. Bien précises. Alors, ces attributions-là leur permettent de faire leur travail. Mais le président a aussi doit avoir un œil d'argument, un œil gardant sur le ministre en question. Et donc, lorsque vous avez le président de la République et il veut résoudre ces problèmes des Koulouna, la solution, ce n'est pas d'aller vers Jean-Marie Loukoulas, tout ça, et ainsi de suite. Non, ce n'est pas ça la solution, monsieur Daniel Rolland. La solution, c'est justement le somme d'argent qui résulte de ces fonds. Est-ce que sont-ils affectés? Sont-ils affectés à leur fin? Et ça produit quoi sur les terrains? Déjà, le président, vous avez le ministre de Finances qui ne cesse de signer le paiement pour le fonds que reçoit Jean-Marie Loukoulassi pour l'encadrement des Koulouna. Mais sur terrain, il réalise lui-même parce qu'il est des secrets polichinelles qui a une propension de Koulouna. Mais vous continuez toujours à signer pour payer, toujours payer, même si le gouvernement est démissionnaire. Donc vous comprenez qu'il y a un problème. Les ennemis de la République sont partout. Monsieur Jean-Marie Loukoulas, j'aurais bien voulu qu'à la longue, même à ce second mandat du président de la République, si réellement, parce qu'il est congolais, il aime bien la République, il le dit tout le temps. D'ailleurs, le mot, je crois, le mot qu'il aime bien, c'est l'amour, comme il avait dit. Mais si c'est l'amour de la patrie aussi, ça passe par la cessation de troubles dans nos quartiers. Et la cessation de troubles passe par quoi? Il faut bien entendu mettre des stratégies. Au-delà de mettre des stratégies, d'abord arrêter d'ordonnancer, de payer le fonds affecté à la lutte contre le Koulouna relativement, entre guillemets, à ce que Jean-Marie Loukoulassi reçoit pour aller lutter et encadrer les Koulouna. Il faut arrêter. Parce que, ouais, même prenons l'image, si le président de la République appelle Jean-Marie Loukoulassi et dit « Fais-moi les rapports de tout ce que tu as fait par rapport au fonds que tu as reçu depuis combien de Koulouna ont déjà été arrêtés? Combien de Koulouna ont changé? Quel est le projet? Vous payez pour les Koulouna le fonds à l'INPP, et lorsque vous payez pour les Koulouna les fonds de formation à l'INPP, qu'advient-il? Les Koulouna là, ils sont formés, ils sont engagés où? Or, les fonds que vous avez reçus durant le 5 ans, depuis Kabila jusqu'à aujourd'hui, vous auriez permis nécessairement de régler le problème d'emploi pour les Koulouna. Mais le problème ici, Maître Cédric, ce n'est pas seulement Jean-Marie Loukoulassi, c'est l'État aussi, parce que ce n'est pas Loukoulassi qui est allé obligatoirement demander à l'État de commencer à lui donner à ses fonds, cet argent pour commencer à encadrer les Koulouna. C'était à l'État de prendre ses responsabilités, de mettre des stratégies dans la mesure du possible, intéresser certains individus, des particuliers, pour travailler ensemble. Mais vous avez totalement raison, monsieur Daniel Rolland. Il faut intéresser les individus. Mais lorsque vous prenez l'argent de l'État, vous devenez aigri, vous voulez travailler seul, en vase clos, qu'adviendrait-il? Il y aura des résultats pareils. Or, d'un point de vue stratégique et d'un point de vue sécuritaire, dans la stratégie de mise en place de mécanismes pour encadrer les Koulouna, vous pouvez voir les ONG, ainsi de suite, certes, ça tient. Mais dans la stratégie de sécurité d'abord, sécuriser les personnes ainsi que leurs biens, c'est une charge qui revient à l'État et non à un privé. Et puis, si vous avez l'argent pour encadrer, mais lorsqu'il y a propension de Koulouna au quartier, ça montre à suffisance que votre politique ou votre programme ou projet conçu est tout à fait faible. Donc, moi, j'ai dit qu'il est question pour M. Jean-Marie Loukoulassi et puis pour l'État congolais de mettre en place des mécanismes efficaces. Et pour ce faire, on ne peut pas gérer un État par les humeurs, M. Daniel Rolland. Comme qui dirait, on ne gère pas un État avec l'état d'âme. Voyez-vous, on gère l'État par la conception de politique publique. Il y a des problèmes, n'est-ce pas, qui guettent notre administration. Il y a des problèmes qui guettent l'État en général. Dans chaque secteur, pour résoudre ces problèmes, monsieur Daniel Rolland, ce qu'il faut faire, il faut plutôt, comme je l'ai dit tantôt, il faut plutôt, commencer par résoudre ces problèmes. Mais comment les résoudre? Vous avez des experts en la matière qui peuvent vous concevoir de politique publique en la matière. Il vous dit, écoutez, voici la stratégie à mettre en place pour résoudre le phénomène Koulouna.
Et ces stratégies sont d'autant plus légales parce qu'elles tendent à... Voici leurs objectifs. Et voici le résultat attendu. Est-ce que M. Jean-Marie Lukulassi, même l'État congolais, le ministère de l'Intérieur, peut se dire, n'est-ce pas, qu'il a atteint les objectifs du programme d'après lesquels, du programme selon lesquels, qui porte sur la lutte contre les Kuluna? Non. Parce que même vous, en tant que citoyen, vous remarquez que l'État l'État a un échec considérable sur la lutte contre le phénomène Kuluna. Tout ça, pourquoi, monsieur Daniel Roland? Tout ça parce que il y a une crise, ça dénote une crise des services publics. La crise des services publics passe par le manque de conception de politique publique efficace relative à la lutte contre ces phénomènes. Est-ce que c'est le moment, je vous relance maître, c'est le moment pour vous, certainement pour l'État congolais, de convoquer une assise ou bien une convention, s'il faut le dire ainsi, pour permettre à tout le monde de réfléchir, de proposer des stratégies pour diminuer ces phénomènes Kuluna, au-delà de ce qu'on a aujourd'hui comme instrument juridique, s'il faut les considérer ainsi, la levée du moratoire sur la peine de mort. Est-ce que cela suffit pour aujourd'hui qu'on puisse se dire, bon, ok, comme il y a ces moratoires, c'est fini, les Kuluna vont commencer à bien se comporter bien, il faut proposer d'autres stratégies, d'autres solutions pour renforcer l'autorité de l'État partout, à travers la ville de Kinshasa, mais aussi à travers toute la République démocratique du Congo. Oui, merci beaucoup, monsieur Daniel Roland. Déjà, la multiplicité ou la prolifération du phénomène Kuluna laisse transparaître à l'idée qu'il y a il y a effritement de l'autorité de l'État. Mais que faire lorsque vous voulez lutter? Parce que vous savez que les Kuluna, déjà, monsieur Daniel Roland, sont des personnes qui commettent des infractions dans un cadre d'association de malfaiteurs. Maintenant, si on considère l'action des malfaiteurs, c'est normal qu'il y ait de condamnations, de peines qui s'en suivent. Ok, c'est postérieur. Mais bien avant, n'est-ce pas, la peine et autres, il y a des stratégies à mettre en place au-delà de la création d'emplois. Il y a la reconfiguration aussi du système de sécurité de notre État. Déjà, vous avez combien de sous-siates dans chaque avenue, dans chaque commune? Et donc, vous avez... c'est dans de quelles conditions? Notre État, c'est un État réactif et non un État proactif. Il faut que l'État puisse entendre qu'il y a les Batékés qui se battent de l'autre côté pour qu'il aille prendre des mesures, tout ça. Mais là, sur terrain, la police elle est tout à fait, je dirais, elle n'est pas efficace. Voyez-vous? Donc, monsieur Daniel Roland, je vous dis qu'il ne manque pas dans cet État, ok, de personnes qui sont à même de concevoir des politiques publiques efficaces pour lutter contre le phénomène Kuluna, au-delà des solutions existantes. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si j'ai oublié une autre question. Mais, ouais, ça sera certainement ma toute dernière question, maître, pour chuter avec cette émission. Oui. Est-ce que, pensez-vous que l'État congolais doit créer une brigade particulière, une brigade qui va commencer à travailler, à mettre des stratégies pour lutter contre ces phénomènes? Une brigade, voulais-je dire, qui sera installée dans chaque commune, dans les coins et recoins de toute la République démocratique du Congo, où peut-être ils vont commencer à se réunir, chacun avec ses constants, et puis pour permettre que les choses puissent se faire ou bien se réaliser avec beaucoup de rapidité. Merci beaucoup, monsieur Daniel Roland. Mais voici les problèmes qu'il y a. Si vous créez, il est tout à fait normal qu'on crée une brigade criminelle de lutte contre le Kuluna ou bien les unités spéciales irrélatives, lesquelles unités seront bien entendu dotées vont bénéficier de certaines formations spéciales, de telle sorte que dans chaque période ou dans chaque trimestre de l'année, qu'il y ait au moins rapport à l'autorité hiérarchique. Vous avez, monsieur Daniel Roland, vous avez le président de la République, vous avez les ministres de l'Intérieur. Si vous créez des unités spéciales ou une brigade, n'est-ce pas, criminelle de lutte contre le Kuluna, n'est-ce pas? Comme il y a la brigade criminelle de lutte contre le stupéfiant et autres. Vous les créez, vous les formez, ils commencent à faire leur travail. Même les fonds là, on arrête d'abord à payer Jean-Marie Lukulassi ces fonds relatifs à l'encadrement des Kuluna. On s'est dit, on voit d'abord comment ces brigades vont faire le travail. Les brigades, monsieur Daniel Roland, va nécessairement
concevoir un projet de lutte contre le Koulouna. Dans ces projets, vous avez la rubrique des activités, Monsieur Daniel Rolland, de ces programmes ou de ces projets. Et dans ces activités, vous dites, bon, quelles sont les actions que nous pouvons mettre en place pour lutter contre le phénomène Koulouna dans la commune de Matete. Vous vous direz, bon, voici les actions. Il faut commencer par installer les sous-siats dans chaque avenue, des sous-siats au moins ou un sous-siat. Il faut commencer par créer les emplois. Il faut les recruter, n'est-ce pas? Il faut les former, ainsi de suite. Et après que vous auriez fait ainsi, vous vous dites aussi, bon, en tant que brigade, quels sont les objectifs que nous avons à atteindre, ok? Vous déterminez des objectifs par rapport à la lutte contre le Koulouna. Quels sont les résultats à atteindre et quelle est la période à partir de laquelle chaque résultat doit être atteint. Et puis vous faites un programme de suivi et évaluation de ces projets-là, Monsieur Daniel Rolland. Maintenant, même le président de la République ou le ministre de l'Intérieur peut commencer à évaluer chaque, n'est-ce pas, chaque brigade créée dans chaque commune ou chaque district selon les cas pour voir est-ce que ces gens ici atteignent au moins leur objectif. Ils peuvent vous dire, bon, sur le 200 000 Koulouna du district de Lukunga, non seulement qu'on a arrêté les Koulouna, n'est-ce pas, à un montant de 100 000, mais aussi les Koulouna arrêtés, ils ont été affectés à des formations bien précises. Ils ont été formés. Après leur formation, on a fait les suivis sur leur engagement dans l'emploi. Et quand ils sont employés, on regarde, vous voyez un peu comment le système doit être. Mais ce n'est pas que, on vous dit, écoutez, on doit lutter contre les Koulouna et encadrer les Koulounaires. Et quand vous encadrez les Koulounaires, vous les encadrez comment? Quel est le projet effectif et efficace que vous avez effectué pour lutter contre ces phénomènes Koulouna? Dans notre État, vous voulez gérer l'État congolais sous les Imer. Vous vous dites, bon, écoutez, nous allons procéder par arrêter les Koulouna, on va les tuer, on va les faire disparaître. Non, ça frise, n'est-ce pas, la prestidigitation, ça caractérise aussi notre État de l'insuffisance de la conception de politique publique. Comme je vous ai dit, Monsieur Daniel Rolland, c'est beaucoup plus facile, mais il faut prendre des gens, voyez-vous, qui sont mieux placés pour concevoir le politique publique en la matière. Le président de la République, dans chaque domaine, s'il veut contrôler, même le ministre, n'est-ce pas, le premier ministre, s'il veut, qui viendra bien entendu, il s'est dit, bon, comment mettre fin à ces phénomènes Koulouna? Il s'est dit, bon, créons la brigade criminelle de lutte contre le phénomène Koulouna. Cette brigade doit comprendre des policiers et de civils selon les cas. Parce qu'il y a des moments où, je ne sais pas si vous avez appris ça, il y a des quartiers où ce sont des particuliers qui procèdent par des arrestations de Koulouna et autres. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai vu une image où toute une avenue a procédé par libérer. C'est-à-dire tous les habitants d'une avenue ont libéré l'avenue. Les maisons sont restées vides sous prétexte que les Koulouna viennent envahir, s'aimer des troubles. Excusez-moi. Vous êtes dans quel état? Donc, vous comprenez qu'il y a insuffisance de conception, n'est-ce pas, de politique publique intelligible. Il faut que Monsieur le Président de la République, dans ces cadres-là, dans ces contextes ou dans ces secteurs-là de sécurité et de lutte contre les Koulouna, puisse en tout cas prendre les personnes qu'il faut, même le ministre de l'Intérieur. Voyez-vous, plutôt que de payer de frais 200 millions de francs congolais chaque mois, alors qu'il n'y a pas de résultats considérables. Alors, de belles propositions de votre part. Votre message est passé. Je pense que le président de la République va suivre ça, va essayer de travailler pour changer la donne de ses côtés, surtout avec ces phénomènes Koulouna qui nous cessent de nous causer préjudice chaque jour qui passe. Maître Sidi Toumba, c'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir une fois encore dans cette émission. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions de la belle manière, surtout avec beaucoup de sincérité et scientificité. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On va se retrouver prochainement pour un autre numéro de cette émission qui Vive la République, vive la RDC. Restez-nous toujours fidèles.